Investir, c'est pas pour les moutons. Si vraiment il y a cette idée d'avoir une rente, d'être un mouton, il faut mettre ça dans le livret A. Il faut où on va se servir de votre argent, on va vous prendre des intérêts. Faites ça. Mais quand on investit, on prend un risque. Moi, je m'en fous complètement de est-ce que la personne est de ma famille, est-ce que c'est un petit ou pas un petit. C'est concrètement sur le papier, qu'est-ce que dit le business. Nelson Mandela a dit « Je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. » On a cette tendance-là, malheureusement, à voir l'échec comme étant la finalité d'une aventure qui n'a pas abouti. Dans l'interview d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur vraiment au parcours exceptionnel. C'est Tonje Bakan qui a créé AfroStream, cette plateforme-là dans laquelle on pouvait visionner des films et des séries ou même des documentaires afro, et qui a fait un gros buzz il y a de cela quelques années, parce que bien évidemment, il y avait un très gros engouement derrière son projet. Il a levé plus de 4 millions pour pouvoir lancer ce projet-là. Il allait jusqu'aux États-Unis pour pouvoir travailler avec des Américains là-dessus. Et pourtant, au final, le projet n'a pas abouti. Et donc, du coup, il y a eu comme une notion d'échec accolée à son projet. Et moi, j'ai tenu à le rencontrer pour qu'il nous partage un peu cette histoire-là et qu'il nous dise finalement ce que lui, il a vécu et ce qu'il en a tiré. Et c'est super intéressant de se rendre compte la perspective qu'il a des événements et tout ce qu'il en a appris en réalité. Parce que de ce que tu vas comprendre dans cette interview, c'est que finalement, AfroStream a été une très très belle aventure, une aventure qui a été très enrichissante et qui au final, aujourd'hui, lui permet d'être l'entrepreneur qu'il est devenu. Il va nous parler bien évidemment de ses projets en cours, mais surtout de son background, et reste jusqu'à la fin parce qu'il a un vrai mot pour tous ceux et toutes celles qui veulent investir. Et je trouve ça vraiment très bien ce qu'il dit sur l'investissement. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas entendre ce qu'il a à dire à tous et toutes celles qui ont peut-être un peu d'argent et qui veulent le mettre dans des projets, ou alors à ceux et celles qui sont en recherche d'argent, parce que c'est souvent le cas de beaucoup de personnes aussi, qui veulent se lancer mais n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il nous dit ce qu'il faut faire. Et puis pour ceux qui ont des sous, il nous dit aussi ce qu'il faut faire. Donc l'interview, elle est super riche. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, si tu as des questions complémentaires à lui poser, il sera avec nous dimanche en direct sur la chaîne pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas bien évidemment à t'abonner, à partager la vidéo et à activer les notifications parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, rejoins-nous tout de suite en t'abonnant et va dans la barre de description pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit et que je t'offre gratuitement qui s'appelle 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous parce que les prochaines journées de formation commencent à se remplir. À Paris, le samedi 25 janvier, les places sont disponibles. Vous allez dans la barre de description, vous avez le programme de la journée. Et puis surtout, comment faire pour réserver votre place. Et puis les amis d'Abidjan aussi, les places sont désormais ouvertes pour Abidjan. Ce sera le samedi 22 février 2020 à l'hôtel Azalaï. Là aussi, vous allez dans la barre de description et il y a un lien qui vous permet de pouvoir réserver vos places. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous avec notre invité tout de suite. Bonjour Tonje. Bonjour. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice et d'échanger un peu sur ton parcours. Est-ce que tu veux déjà te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore? Sans problème, je suis Tonje Bakan, un entrepreneur d'origine camerounaise qui a grandi en France et qui voyage un peu partout dans le monde pour chercher des opportunités. D'accord. Alors tu es quand même très connu aujourd'hui grâce à un projet, AfroStream, qui t'a fait découvrir, on va dire, du grand public parce que c'était un très gros projet sur lequel tu as déjà fait pas mal d'interviews, tu as pas mal parlé. Est-ce que tu pourrais juste nous dire très rapidement d'où t'es venue l'idée, parce que moi c'est ce qui m'a intéressé quand même aussi dans ton parcours, d'où t'es venue l'idée de faire AfroStream et puis c'était quoi AfroStream pour les gens qui découvriraient aussi Alors AfroStream était une plateforme de streaming de films, de séries, de documentaires africains, afro-américains et caribéens, tout ça sur la même plateforme. Donc en fait, il suffisait d'avoir un téléphone portable, un ordinateur, s'abonner, c'était de l'ordre de 8 € par mois, ouais, et avoir accès à des milliers de films et séries et documentaires sur ces appareils connectés. Un peu le Netflix afro alors. Le Netflix afro, si tu veux. D'accord. Et comment m'est venue l'idée? C'était tout simplement que
J'avais fait toute ma carrière dans le milieu de l'audiovisuel, du divertissement. J'avais créé et produit des clips vidéo. J'avais produit des spectacles de stand-up. J'ai dirigé un théâtre à Paris et coproduit une pièce de théâtre qui s'appelait Couscous au lardon, qui parlait du couple mixte. Et j'avais envie de faire quelque chose qui permettait aux miens de pouvoir se reconnaître dans le contenu audiovisuel qu'ils consommaient, tout en utilisant la technologie, les outils connectés. Et c'est là d'où m'est venue en fait l'idée de créer cette plateforme qui se rapprochait de mon héritage culturel et pouvoir finalement atteindre un public plus large. Donc c'est vraiment basé sur des dizaines d'années d'expérience dans l'audiovisuel. Et ensuite, je me suis formé au monde de la technologie, au monde des startups, au monde digital, et j'ai pu lancer cette aventure AfroStream. Alors, j'avais aussi entendu dans une interview dans laquelle tu t'exprimais à ce sujet, tu disais aussi qu'en ayant grandi en France, tu avais aussi le sentiment qu'il y avait quand même un manque de représentativité des Noirs au cinéma, enfin, dans les films, dans l'audiovisuel, et que ça te faisait toujours très plaisir quand tu voyais un film dans lequel il y avait un héros noir ou ce genre de choses, et que c'était un besoin que toi tu avais constaté et que tu voulais aussi quelque part contribuer à résoudre. Oui, tout à fait. Comparé à des jeunes qui ont grandi en Afrique, qui ont l'habitude d'avoir du contenu africain, un jeune comme moi, issu de la diaspora, j'étais beaucoup moins exposé finalement à des héros noirs, des personnages emblématiques noirs, surtout des personnages positifs noirs. Et ça a toujours été un manque pour moi, les héros auxquels j'avais accès étaient mes parents, ma famille proche, qui, elles, dans leur quotidien, arrivaient à faire à accomplir des choses assez honorables. Mais j'avais envie de voir ça aussi sur le grand écran. D'accord. Aujourd'hui, donc, quelques années après, AfroStream n'a pas abouti tel que tu l'aurais souhaité. Du moins, la grande vision que tu avais d'AfroStream. Mais le problème, il est toujours là ou pas, d'après toi ? AfroStream n'a pas abouti. C'est intéressant pour peut-être ton audience de comprendre quelles ont été les choses développées par AfroStream. AfroStream, ça a été plus d'une centaine de milliers d'abonnés tout au long de l'aventure. C'est 4 millions de dollars levés auprès d'investisseurs américains. Donc, il a fallu aller aux États-Unis pour le faire. C'est des contrats de partenariat avec les plus grands studios au monde, Warner Bros, Sony, Disney. C'est la possibilité pour moi de finalement financer le cinéma et la création du visuel en Afrique. Nos partenaires étaient en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud. C'est des partenariats avec des opérateurs téléphoniques pour distribuer notre contenu, Orange, Bouygues Télécom. Donc, dire que la vision n'a pas abouti, effectivement, on n'a pas pu aller aussi loin qu'on aurait voulu, mais il y a des choses formidables qui ont été accomplies par mon équipe et moi-même. J'ai pas dit que c'était un échec. J'ai dit... Non, c'est pas ça, mais c'est très important pour les gens de comprendre que tout ça a été mis en place. Tout à fait. En fait, je voulais arriver à ça, c'est... qu'est-ce que tu as appris dans AfroStream ? Parce qu'effectivement, tu as commencé à en parler un tout petit peu. Mais aujourd'hui, justement, est-ce que tu as le sentiment... comment tu fais pour capitaliser sur toute cette expérience-là ? Les contacts Je cherche pas spécialement à capitaliser sur cette expérience. En tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, ce qui m'importe le plus, c'est mon prochain projet. C'est ce qui m'anime, ce qui fait que je reste très positif. C'est intellectuellement pouvoir répondre à d'autres besoins. Et lorsqu'on se comporte bien dans le business, lorsqu'on traite les gens avec respect, ces gens-là, qu'ils soient investisseurs, qu'ils soient partenaires, ont toujours envie de s'associer à votre prochaine aventure. Tout à fait. Ok. Justement, parlant d'AfroStream, alors tu as fait un article sur ton site afrostream.tv dans lequel tu as pris le temps de vraiment détailler l'histoire, l'aventure. Mais je pense que tout le monde ne l'a pas lu. Et que malgré le fait qu'on en parle là, tout le monde n'ira pas lire. Donc j'ai quand même te poser 2-3 questions dont les réponses sont quand même déjà dans l'article. Si ça vous intéresse, allez le lire, il est vraiment complet, très bien écrit d'ailleurs. Pourquoi la grande vision n'a pas abouti ?
Alors, l'article dont tu parles s'appelle « Dans les coulisses d'AfroStream » et il est disponible sur la plateforme Medium. Il suffit de chercher sur Google avec ces mots-clés dans la plateforme dans les coulisses d'AfroStream, pour le trouver. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une série de choses qui n'ont pas fonctionné. D'abord, il faut que tes auditeurs, ton audience comprennent que 90% des projets entrepreneuriaux ne fonctionnent pas. C'est une réalité. Donc, que le fait que ma start-up AfroStream n'ait pas pu aboutir tel que j'aurais aimé, après 4 ans d'existence, ce qui est déjà pas mal, c'est plus que normal. La difficulté que nous avons rencontrée, et qui a précipité l'arrêt d'AfroStream fin 2017, c'est des besoins de financement qui n'ont pas pu être satisfaits. Nous étions dans une seconde levée de fonds. Après avoir levé 4 millions de dollars, nous devions en lever 10. Et lors d'un conseil d'administration, à la dernière minute, l'un de nos investisseurs stratégiques, une grande société française, s'est dédite d'une promesse d'investissement qu'ils ont faite. Il y a eu beaucoup d'articles dessus. Donc, le fait que cette société se soit retirée, mais vraiment à la dernière minute de cet accord, elle devait apporter 5 millions et l'un de nos autres partenaires avait décidé d'apporter 5 millions, mais à condition que... Bien sûr. Ça nous a mis devant un mur et on a dû arrêter. Ça, c'est la raison technique financière. Si je prends les raisons qui ont fait que AfroStream n'a pas pu grandir plus vite, plus rapidement, donc c'est un peu une chose différente, c'est lié à plusieurs aspects. Le fait que nous étions encore à l'époque en train d'éduquer le public sur cet nouvel usage du streaming légal. L'idée qu'il faille payer pour voir des films et des séries. Aujourd'hui, en 2019, ça paraît évident. En 2015, quand nous avons lancé, beaucoup de gens assimilaient le mot streaming à illégal. Et donc l'idée pour eux de payer pour du contenu en ligne était saugrenue. La deuxième chose, c'est que nous adressions à un public large, et notamment un public africain et un public de diaspora en France. Et il s'avère que, pour des raisons que j'ignore, ce public-là n'avait pas forcément toujours les moyens de paiement adéquats, et même pour ceux qui habitent en France. Donc, un de nos soucis principaux avec nos abonnés français était lié aux moyens de paiement. Et pour une raison que j'ignore, le public que nous visions n'avait pas ces moyens de paiement adéquats. Un exemple, beaucoup de cartes bleues ne passaient pas lorsqu'on voulait renouveler les abonnements en début de mois, ce qui crée des annulations d'abonnements massifs. Même quand on faisait des promotions et au lieu d'avoir un abonnement à 7 €, on propose des abonnements à 1 € les 3 premiers mois. Lorsque le second mois, on allait chercher cet 1 € dans le compte en banque de l'abonné, ça ne passait pas. Donc on a eu beaucoup de problèmes liés à ça. On a essayé de trouver des solutions, faire des cartes prépayées, permettre aux gens de payer leur abonnement dans des points relais. Mais tout ça met du temps à se mettre en place. Il faut 2-3 ans pour que un public prenne conscience des nouveaux usages, s'habitue à votre offre. Et donc, pour tenir 2-3 ans, il faut beaucoup d'argent. À cela, ajouter le fait que il faut acheter énormément de contenu, parce que un abonné, le premier mois, va regarder un certain nombre d'épisodes, de séries et de films, mais pour le conserver encore pendant 3 mois, il faut constamment acheter plus de films, plus de séries. Donc l'équation en elle-même, bien sûr, faisait que AfroStream ne pouvait pas, à court terme, être un business, une entreprise profitable. Nous en avions conscience, ça faisait partie des plans. Mais notre croissance a été limitée par certains de ces facteurs. D'accord, ok, très bien. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu n'as jamais réessayé de relancer AfroStream ? Alors,
Avec le recul, AfroStream ne s'est arrêté qu'il y a 2 ans, en décembre 2017. Et pour lancer ce genre d'entreprise, il faut beaucoup plus de temps que pour ouvrir un kebab ou une petite épicerie. Donc, est-ce que j'essaierai de relancer AfroStream de la même façon sur le même territoire ? La réponse, a priori, est non. Est-ce que je continue à m'investir dans la technologie, m'investir dans l'audiovisuel, m'investir dans des projets qui concernent l'Afrique ? Oui. Mais je pense pas que j'essaierai de faire exactement la même chose qu'avant. C'est pas ce qui m'anime dans la vie. D'accord. Tu es ressorti de là, grandi, forcément, pas mal déçu aussi. Quelles ont été les grosses déceptions que tu as eues en te disant ça aurait peut-être pu être différent à cet endroit-là? Je suis pas sorti d'AfroStream déçu. J'ai vécu toute l'aventure à AfroStream. J'ai vécu l'avant AfroStream, de l'idée à la création. J'ai vécu toute la phase d'incubation, la levée de fonds, partir aux États-Unis, revenir en France, lancer le produit, essayer de convaincre les utilisateurs. J'ai vécu les moments difficiles, les moments de joie, le coup d'arrêt, ensuite la tentative de trouver un repreneur. Donc quand on a fermé AfroStream, j'avais déjà vécu toutes ces différentes étapes et au moment où on a fermé, j'étais prêt à fermer. Donc quand on a... Sans regret. Pour toi, c'était normal. Il n'y a pas de question de regret. L'important, c'est de comprendre chaque étape. Et une fois qu'on l'a compris, c'est de passer à autre chose. Mais les regrets, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec... je ne vis pas dans le passé parce que j'estime que si j'ai du talent, je serai toujours capable de faire quelque chose de nouveau et de mieux. Tout à fait. J'aurais aimé que ça se passe autrement, bien sûr. Je rêvais d'un futur plus radieux pour ce projet. Mais ça ne s'est pas passé, donc il faut passer à autre chose. D'accord, très bien. En termes d'investissement, tu as dit que vous avez pu lever 4 millions. Qu'est-ce qui justifie que les gens qui avaient mis 4 millions n'étaient pas prêts à vous suivre un peu plus loin? Ils n'y croyaient plus ou alors... Alors, il y a plein de choses. C'est que le paysage concurrentiel sur le marché du streaming, pas forcément sur le marché africain, c'est renforcé. Les concurrents tels que Netflix et autres, Amazon, avaient des milliards pour accomplir ce que nous essayons d'accomplir. Notre plus grande terre de développement, qui est le continent africain, n'offrait pas finalement un contexte propice à un développement rapide à cause du coût de l'internet dans certains pays. Même si le taux de pénétration des mobiles est important, il faut voir quel mobile peut être utilisé pour nos services. Des questions de moyens de paiement, des questions de finalement priorité pour des ménages. Est-ce que la priorité c'est investir dans le divertissement ou dans des choses peut-être plus vitales? Oui. Et donc ces différents éléments-là ont fait qu'il était beaucoup plus difficile de convaincre nos partenaires de nous suivre. Ce qu'on leur a prouvé, c'est qu'il y avait une demande, une forte appétence pour ce genre de produit au niveau de la diaspora en Europe, une demande en Afrique. La question, c'est combien de temps il faudra investir pour pouvoir satisfaire cette demande et faire un profit. C'est finalement ce que challengeaient les investisseurs. D'accord, ok. Et donc du coup, ok, très bien. Moi le truc qui m'a aussi surpris dans l'histoire, c'est que tu as dit, au tout début de ton histoire, quand tu cherchais déjà les 3,2 millions, grâce à Oussama, je pense, de l'incubateur The Family, tu as été mis en relation avec une bonne trentaine d'investisseurs en Europe, pas qu'en France, et tu as fait un peu le tour pour leur expliquer ton projet, et au final, aucun de ne t'a suivi dedans.
peut-être parce que tu disais dans ton article qu'ils ne comprenaient pas le besoin. Ça m'a quand même fait un peu tilter de me dire, autant pour moi ça semble évident, comment ça se fait que pour d'autres personnes, notamment des investisseurs, ils ne voient pas le besoin d'investir dans des films afro. Je pense que si je retire la spécificité de mon projet, il faudrait comprendre la psychologie d'un investisseur, qu'il soit français, américain, nigérian. Les gens investissent dans ce qu'ils comprennent. Donc, le problème, c'est pas tant que les investisseurs européens n'ont pas compris le problème auquel j'essaie de répondre avec AfroTrim. Le vrai souci, c'est que il n'y a pas en France d'investisseurs d'origine africaine qui aient pu investir à la hauteur des besoins. C'était là où je voulais arriver après, mais justement, je voulais te mettre dans les 30 investisseurs en question, il n'y avait pas d'investisseurs africains. Non. Et ça, c'est dû à quoi? Toi qui es dans le domaine, il y a quand même il y a des Africains ici qui ont quand même gagné pas mal de sous. Est-ce qu'ils sont investisseurs? Gagner des sous et être investisseur, c'est deux choses qui ne sont pas forcément, qui vont pas forcément de pair. Oui, sachant qu'en plus, il y a cette idée de beaucoup de jeunes Africains, noirs, même pas qu'Africains, caribéens aussi, qui ont des projets et qui sont tout le temps confrontés à cette limite de l'argent, du financement. Et en parallèle, on voit des gens qui ont beaucoup d'argent, mais comment faire pour faire ce genre de connexion? Comment faire pour intéresser les gens? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne sont peut-être pas investisseurs, mais qui veulent. Moi, je parle pas des gens. Moi, je ne parle pas des gens qui ont de l'argent. Je parle des investisseurs. Les gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas investisseurs, ne me servent à rien en fait. Donc, je perds pas mon temps à essayer de les convaincre d'investir. Ce qui m'intéresse, ce sont des investisseurs qui n'ont pas besoin d'être professionnels. Ça peut être des angel investors, mais aller convaincre quelqu'un qui a de l'argent d'investir et ensuite d'investir dans mon projet. Pour moi, à mon niveau, c'est une perte de temps. Ok, et du coup, aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, il y en a plusieurs qui veulent se lancer dans des projets. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de donner des conseils à qui que ce soit. Moi, je n'ai que mon expérience, et donc je peux faire des retours d'expérience. Et basé sur mon expérience, la seule chose que j'ai envie de recommander à des gens qui ont envie de se lancer, c'est de se lancer. C'est d'arrêter de parler de leur projet pendant des années. C'est arrêter de se trouver des excuses pour ne pas se lancer. Arrêter de dire qu'ils ne peuvent pas lancer la version minimale de leur projet parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a toujours un moyen de prouver que son produit, son projet peut atteindre des consommateurs, des clients sans avoir besoin de grands financements. Donc j'ai envie de leur dire, s'ils hésitent, s'ils font partie de ces gens-là qui rêvent de leur projet et qui se servent de leur projet comme une couverture et et se réconfortent le soir, j'ai envie de leur dire juste lancez. Dans les 30 prochains jours, lancez la version minimale de votre projet. Et à ceux qui ont déjà lancé et qui ont été déçus des résultats et qui ont été traumatisés par leur échec. Ces gens-là, je les comprends pas. Parce que c'est comme si, après votre première déception amoureuse à 16 ans, vous décidiez d'être célibataire pour la vie. Ou même que sur la deuxième ou la troisième déception. Après, peut-être que vous n'aviez pas les qualités nécessaires d'apprentissage, d'adaptation, de leadership qu'il faut pour mener à bien un projet. Et si vous avez toujours des velléités à créer des entreprises, essayez de rejoindre une équipe sans en être forcément les dirigeants. Mais j'ai envie de leur dire, voilà, si vous êtes déçus, il faut vous en remettre. Hein. Il y a des choses plus graves dans la vie. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as dit que tu faisais, tu avais pas mal de projets sur lesquels tu travaillais. Je parle pas tellement de projets, je parle d'activités. Les projets, ça semble futur, oui, c'est vague. C'est vrai. Je suis dans plusieurs secteurs d'activité et c'est comme ça que j'investis. J'investis mon temps, j'investis mon argent. Certains sont petits, certains sont plus gros et
j'ai décidé d'être pluridisciplinaire. C'est la forme finalement de bonheur que je m'attribue. C'est à la fois je suis dans le monde des startups, à la fois je suis dans le divertissement, dans les cosmétiques. Il n'y a pas toujours un rapport avec l'Afrique parce que j'essaie de faire des projets qui me ressemblent et je ne suis pas que africain. Une grande partie de mon intérêt est liée à l'Afrique, mais beaucoup de choses qui se passent en Europe m'intéressent, d'autres choses qui se passent aux États-Unis m'intéressent, et j'ai envie d'aller explorer des opportunités. D'accord, mais tu ne nous dis pas de manière concrète ce qui t'occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais beaucoup de choses, ça j'ai compris, mais c'est quoi le truc qui te prend le plus de temps, par exemple, aujourd'hui? Ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est la création d'entreprise. D'accord. Tes créations à toi-même? Oui. Ou l'accompagnement d'autres personnes? Ok. Non, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est la création de mes propres entreprises. Et le reste du temps, je suis l'un des directeurs dans un incubateur parisien qui s'appelle The Family. Et j'accompagne différents programmes à l'intérieur de cet incubateur de start-up. D'accord. Et par rapport à ce que tu fais toi aujourd'hui comme activité, tu te lances dans quel secteur? C'est quoi tes nouvelles aventures? Est-ce que tu en parles déjà? Je parle pas en détail de l'entreprise, mais j'ai cité les 3 secteurs. D'accord. Okay. C'est l'audiovisuel, les cosmétiques et l'entrepreneuriat. D'accord, donc aujourd'hui tu es encore en train de bâtir quelque chose en fait. On n'est pas sur quelque chose qui est déjà sur le marché. Ah non, c'est pas sur le marché encore. C'est prévu pour bientôt? Les cosmétiques pour la fin du mois. L'audiovisuel, ça met énormément de temps, donc ça on verra. Et l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais à The Family. D'accord. Mais est-ce que quand tes projets seront en plein jour, on saura que c'est toi derrière, ou tu les fais cette fois-ci de manière un peu plus je pense, pour l'audiovisuel, oui. Pour les cosmétiques, les gens le sauront, mais je ne serai pas forcément mis en avant. C'est quoi ton rapport à l'Afrique? Je t'ai posé la question, je pense. Bon, pour l'Afrique, oui. J'y vais en Afrique peut-être 4 fois par an pour du business. Cette année, je suis allé en Angola, au Sénégal, au Nigeria. Ah, ok. Et je reviens de Tunisie. Ok. Dans tous les cas, ça a été rapport à du business. Je fais partie des lauréats de Choiseul, qui est la liste des 100 leaders de moins de 40 ans africains les plus prometteurs. J'ai l'an dernier été le directeur de l'entrepreneuriat dans une université qui s'appelle l'African Leadership University, qui est basée à l'île Maurice, au Rwanda, et qui est aussi un lycée en Afrique du Sud. C'est une grosse institution. Une grosse institution. Mais pourquoi tu as arrêté ta collaboration avec eux, ou c'était juste pour un temporaire. an? C'était juste pour un an, et que mes propres aventures m'amenaient ailleurs. Je fais aussi partie du réseau African Leadership Network, qui est aussi un réseau de personnes influentes en politique, en business et dans la culture en Afrique. On se réunit une fois par an en Afrique. Donc j'ai un rapport très fort avec l'Afrique. Et je continue comme ça à mentorer des entrepreneurs africains. D'accord. Et toi-même aujourd'hui, par contre, comme des projets que tu nous as cités, il n'y avait pas forcément un projet aujourd'hui à destination de l'Afrique directement qui t'implique? Alors, en tant qu'entrepreneur, non. En tant qu'investisseur, j'ai investi dans des sociétés en Afrique. D'accord. Du coup, là, ça me permet de te poser une question que beaucoup de gens se posent aussi. Comment tu fais pour sélectionner les entreprises dans lesquelles tu investis en tant qu'investisseur? C'est quoi les éléments basiques, mais clés qui te font te dire là, il y a du potentiel ou pas? C'est développer une expertise. J'ai investi dans les pays dans lesquels je suis allé, dans des entrepreneurs que je connais, et que je connais parce que je me suis déplacé, j'ai fait des recherches. Ils me sont recommandés par mon réseau que j'ai développé moi-même dans les pays africains dans lesquels je m'investis. Je fais ce qu'on appelle des due diligence, donc je cherche des informations. Si quelqu'un est dans l'agriculture,
je vais faire des recherches moi-même pour comprendre ce marché. Donc c'est beaucoup de travail, d'investigation pour comprendre de quoi on parle. D'accord. Et à l'échelle individuelle, parce que tu sais qu'on fonctionne beaucoup à l'échelle individuelle en Afrique, c'est-à-dire tu as un frère, tu as un cousin, tu as un neveu qui a un projet, qui veut se lancer, qui cherche des financements et tu te demandes est-ce que je dois y mettre de l'argent ou pas. Hormis le love money, quels sont les critères qui, d'après toi, business, qui font que tu te dis ce projet-là ou ce petit-là, enfin, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait regarder en priorité? Bon, moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais je vais avoir le... Moi, je m'en fous complètement de est-ce que la personne est de ma famille, est-ce que c'est un petit ou pas un petit. C'est concrètement sur le papier, qu'est-ce que dit le business. Et ensuite, c'est qu'est-ce que dit le business, et deux, est-ce que la personne qui gère le business, qui est à la tête du business, est capable de faire grandir l'entreprise, intellectuellement capable et humainement capable de faire grandir l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'au moment où j'investis, elle a toutes les réponses, mais est-ce qu'elle a la capacité de grandir avec le projet ou non? D'accord, ok, oui, effectivement, ça se rapproche parce qu'effectivement, moi j'ai souvent tendance à dire qu'il faut enlever tout sentimentalisme en fait. Il n'y a pas de question de frère ou de sœur là-dedans. Je crois que j'ai été très clair sur ça. En revanche, il faut plutôt regarder le potentiel et d'abord la personne, en réalité, ou l'équipe qui est derrière le projet. Parce que c'est pas tellement le projet en lui-même, parce qu'un projet peut évoluer très rapidement. C'est ça. Donc est-ce que cette personne est intelligente et flexible, assez flexible pour pivoter si son business va droit dans le mur? Beaucoup d'entrepreneurs sont quelquefois obstinés et il faut pour vous détecter s'il est capable d'entendre, d'écouter les gens qui vont le conseiller, de bien s'entourer, d'avoir un bon board autour de lui pour l'appuyer. Est-ce que cette personne arrive à engager, employer la bonne équipe, peut-être des gens qui sont plus experts que lui dans certains domaines. Tous ces éléments sont importants pour moi, quelquefois plus importants que le projet lui-même. Okay. Bien sûr, il faut que le projet de base me semble ambitieux et porteur, mais il est rare que ce que vous voyez sur le premier business plan corresponde à la réalité. Tout à fait, à l'exécution. Ensuite, ce qui est important pour moi de dire aux investisseurs qui nous écoutent, c'est que investisseur, c'est pas un métier, mais il y a des règles. Si vous ne faites pas vos recherches, si vous ne vous impliquez pas dans votre investissement, si vous ne soutenez pas l'entrepreneur et le projet dans lequel vous investissez, il y a de fortes chances que vous allez perdre votre argent. Investir, c'est pas le loto. On met pas un peu d'argent et ensuite ça tombe. Ça n'existe pas. Donc, si vous perdez votre argent parce que vous ne vous êtes pas investi, parce que vous n'avez pas fait de recherche, parce que vous n'avez pas soutenu l'entrepreneur, c'est tant pis pour vous. Et puis c'est normal. En fait, je trouve que c'est vraiment génial que tu précises ça parce que pour beaucoup de gens, en fait, investir, c'est je prends mon argent, je le mets quelque part. En fait, c'est comme un livret A, en fait, pour eux. Je viens, je dépose mon argent dans un projet, je reviens dans un an, ils sont où mes intérêts? Mais investir, c'est pas pour les moutons. Si vraiment il y a cette idée d'avoir une rente, d'être un mouton, il faut mettre ça dans un livret A. On va se servir de votre argent, on va vous prendre des intérêts. Faites ça. Mais quand on investit, on prend un risque. Et le risque, c'est de gagner beaucoup. Mais si on prend le risque de gagner beaucoup, il faut être prêt à tout perdre. Donc moi, chacun des investissements que j'ai fait, que ce soit le plus petit je crois que c'est 3 000 euros à beaucoup plus, à partir du moment où j'investis l'argent, dans ma tête, cet argent est perdu. C'est ça. Pour moi, je ne compte pas sur cet argent pour un futur proche. Pas du tout. C'est comme si je le mettais à la poubelle. Ça n'empêche pas que je reste disponible si l'entrepreneur veut discuter avec moi. Je vais faire des recherches. Quand je vois des articles ou des choses qui sont pertinentes, je l'envoie à l'entrepreneur. J'essaye pas finalement de le spammer et le saouler. De jouer de prendre sa place. Si je peux aider, j'aide. Si je veux revoir mon argent, de façon sûre, je prête de l'argent. Ouais. Genre. Et encore, ça c'est quelquefois difficile à récupérer. Oui, si ça a échoué. Mais quand vous investissez, considérez que c'est perdu. Et pour que cet argent revienne et fasse des petits, il faut que vous soyez un soutien à l'entrepreneur.
Alors là, je pense que tu viens de décourager une bonne partie des personnes qui... Tant mieux. On n'aime pas qu'elles aillent perdre leur argent ou qu'elles s'attendent à des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Pour gagner, il faut travailler. Donc travailler, c'est faire les recherches pour trouver les bons entrepreneurs, les bons projets, investir sur les bons territoires. Faites vos recherches. Alors, dernière question. Toi qui connais finalement un peu bien quand même l'écosystème de l'entrepreneuriat en France, mais aussi un peu en Afrique de par tes différentes aventures, quelqu'un qui nous écoute là et qui veut se lancer, qui a un bon projet, deux choses déjà. Ou plutôt, comment il fait, où est-ce qu'il va pour chercher de l'argent? Parce qu'il y en a là qui ont des projets, mais qui ne savent pas où chercher de l'argent. Ils sont en Europe, d'autres sont en Afrique. Okay. Ce sont deux réalités différentes. J'ai une seule réponse. Okay. Pour les deux. Si vous cherchez de l'argent, vendez votre produit en avance. Le meilleur financier pour votre projet, c'est le client final. Donc vous avez un projet de restaurant que vous voulez ouvrir, organisez des dégustations et faites payer les gens en avance. Tout ce genre de choses-là prouve qu'il y a un gros intérêt sur votre proposition de valeur. Ensuite, en ce qui concerne les financements classiques, vous tapez incubateur de start-up ou incubateur de projet sur Google, vous trouverez une pléthore de structures qui se proposent de soutenir des projets ambitieux. Après, moi, je ne soutiens que des projets qui me semblent ambitieux. D'autres mettront leur niveau d'ambition à un différent niveau et ce sera peut-être des interlocuteurs intéressants. Si vous cherchez des financements pour créer une société de transport entre Douala et Izeka, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Ça veut pas dire que le projet n'est pas intéressant, mais c'est pas le genre de projet que je soutiens. D'accord, ok. Écoute, je pense que c'est assez clair. C'était un peu punky sur la fin. Ça a commencé doucement et après, à la fin, tu as accéléré. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Mais écoute, pareil. Et puis j'espère que, comme avec tous les autres d'ailleurs, je reviendrai te voir d'ici 1, 2, 3 ans, histoire de voir où est-ce que tu en es et qu'on aura des nouvelles. Enfin, déjà, peut-être si ton truc de média aboutit, on en aura forcément publiquement. Mais je tenais quand même à te dire que ton aventure je pense que tu as peut-être dû t'en rendre compte, a fait beaucoup écrire dans l'univers afro-français. Beaucoup. Moi, j'ai lu, avant même de te connaître, j'avais lu tellement de trucs sur toi, sur le fait que la communauté ne t'a pas soutenu, sur le fait que quand tu as cherché de l'argent, il n'y avait personne pour te le prêter, enfin, ou pour investir dans ton projet. Et ça a fini par créer un peu une sorte de fatalisme chez beaucoup de jeunes, en se disant, mais en fait, si lui n'y est pas parvenu avec un projet aussi beau, alors même qu'il avait déjà collaboré avec TF1, parce que ça, on n'en a même pas parlé, mais des boîtes comme TF1 sont allées jusqu'à croire en toi et en ton projet. Et au final, moi, ce que je vois beaucoup de gens retenir aujourd'hui, c'est ah oui, AfroStream, c'est le gars qui a été lâché par sa communauté. Du point de vue des Noirs, hein, j'entends beaucoup de Noirs. Ouais, mais c'est qu'ils n'ont rien compris. Il faut voir l'aventure AfroStream comme au contraire quelque chose qui a créé une opportunité. Et dans la lettre que j'ai écrite, dans les coulisses d'AfroStream, j'invite les gens à aller plus loin. Quelquefois, vous montrez la lune aux gens et les gens regardent votre doigt. C'est dommage. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup, Tony. Et au plaisir de te revoir. Bon plaisir. C'est parfait pour moi. C'est parfait. Il y a une phrase de fin. Oui.